professeur Moustapha Diack est chairman, c'est-à-dire directeur de l'école doctorale en sciences et en mathématiques SMED de l'éducation et aussi directeur de l'enseignement à distance et de la formation professionnelle pour Southern University, Bâton Rouge, à la Louisiane, aux États-Unis. Professeur Diack est une figure internationale dans le domaine du e-learning et de ses applications en alignement avec les normes internationales pour l'éducation à distance. Il est directeur et cofondateur du réseau africain Merlot et maintenant on est membre officiellement depuis ce matin lors de la signature de Merlot. Ses intérêts de recherche sont dans les domaines de la conception pédagogique, la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia et la planification stratégique et le déploiement de systèmes d'apprentissage en ligne. Professeur Diack est directeur fondateur du réseau africain Merlot et a reçu en 2008 le prix international d'innovation e-learning qui lui a été décerné par la communauté internationale de Merlot. En 2011, il a également reçu le prix international 2011 Award Distinguished Services durant la conférence internationale sur les TIC et le e-learning qui s'est tenue à Johannesburg, à San José, à Californie, aux USA. Ce prix est considéré comme le plus grand honneur de Merlot et de ses partenaires dans le domaine international. Il faut noter aussi que professeur Diack a été président sortant de l'Académie des sciences de la Louisiane en 2003-2006 comme président académie et maire honoraire de la ville de Bâton Rouge en Louisiane. Donc ça c'est pour vous donner une idée du parcours du professeur Diack. Mais bon, par rapport au partenariat qu'on va développer entre l'université Alioune Diop de Bambey et le réseau Merlot, qui regroupe plusieurs universités noires américaines, et puis l'université de Bambey, qui depuis ce matin est membre de Merlot. Donc je vais remettre la parole à professeur Diack. S'il y a moyen de dérouler la présentation pour moi. Je vais essayer vraiment d'être assez bref parce que je pense que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir des questions et d'interagir un peu plus avec l'audience à ce point-ci. Je suis sûr que j'ai eu l'occasion de visiter des salles de classe aujourd'hui et voir des étudiants tout autour. On avait commencé à interagir un peu, mais on n'avait pas l'occasion donc d'élaborer beaucoup plus que ça. Donc je voulais déjà saisir l'occasion aussi pour introduire ma fille, Seynabou Diack, qui s'assoit là-bas et qui est venue me supporter ici durant la présentation. Ce que j'ai ici, et Madame Diagne, merci d'être venue, parce que bon, ce qu'on va parler, vraiment, les personnes des librairies aux États-Unis, c'est vraiment les personnes qui portent ce genre de projet-là. Ce que je voulais faire, c'est tout juste parler des natifs numériques et le monde de l'éducation ouverte, parce que les natifs numériques, maintenant, je pense que tous les étudiants le sont. Parce qu'il y a Dr Alassane Diop, il n'y a pas longtemps, on s'était retrouvés dans un bureau et il y avait mes deux filles, elles viennent tout juste des États-Unis. Mais dès le moment où elles sont entrées dans le bureau et qu'elles ont eu la connexion Internet, c'était fini. Elles étaient parties, je veux dire. Donc, au fait, tu vois, on a un monde qui est tellement interconnecté maintenant que, bon, on se demande parfois qu'est-ce qu'on fait pour essayer vraiment de prendre, tu vois, l'avantage de ce que la toile offre aux étudiants. Parce que, en général, dans les universités américaines, du moins, je sais que dans mon université, j'essaye de pousser les étudiants à venir aux cours, ça c'est vrai, mais en même temps, il y a tellement de ressources qui sont disponibles en ligne, de telle sorte que si vraiment le natif numérique vraiment se concentre un peu de ce qui est disponible, on va avoir vraiment les plus excellents étudiants, par exemple, au niveau du Sénégal. Vous entendez donc l'ouverture d'aujourd'hui quand on a parlé de l'université de Bambey et notre envie de faire de cette université la meilleure université du Sénégal et de la sous-région. Ce ne sera pas seulement les enseignants, parce que les étudiants aussi auront un petit part à jouer quelque part.
Donc c'est extrêmement important de savoir ce qui se passe, ce qui est disponible, d'autant plus que vous êtes connectés, de pouvoir avoir un peu accès à ce qu'il y a autour de vous quelque part. Ça, c'est extrêmement important. Donc j'ai une série de slides ici, mais je vais aller très très vite et je vais essayer de laisser donc la présentation ici au vice-recteur et Alassane. Et bon, si vous avez besoin de ça, bon, on peut partager ça avec vous. Ça, vous en aurez une copie et vous aurez l'occasion de visiter, bon, et de macérer un peu les idées que je vais partager. La première chose, c'est que si on va, je ne sais pas si on est en position présentation ici. C'était tout juste pour vous dire que quand j'ai eu l'occasion de sortir du Sénégal après mon bac ici, j'ai eu l'occasion de faire une année à l'UCAD. Et après ça, j'ai eu une opportunité d'aller en Belgique pour faire donc un master là-bas. Et après le master, je me suis retrouvé donc en France où j'ai fait un doctorat en chimie analytique. Après la chimie analytique, donc après le doctorat, j'étais revenu au Sénégal pour essayer de trouver un boulot. Mais en ces années-là, c'était un peu difficile. Je suis retourné en France et j'avais vraiment envie de visiter les États-Unis pour apprendre l'anglais. Je vais vous dire une chose maintenant. Dans le monde où on vit maintenant, une seule langue ne suffit pas. Ça, je vais vous dire ça tout de suite. Il faudra un minimum de 2 langues. Il y a au fait une blague aux États-Unis où on dit, bon, une personne qui parle 3 langues, on dit, bon, he's a trilingual, ça veut dire il parle 3, tu vois. Un qui en parle 2, c'est un bilingual. Et un qui parle juste une langue, on dit, ben, c'est l'américain. Parce que l'américain, généralement, tu sais, hein, ils ont une langue et bon, c'est parlé presque un peu partout, ça leur suffit. Mais dans le monde où on vit maintenant, moi, je vais vous dire une chose, apprendre une deuxième langue, ça c'est une chose qui est vraiment essentielle. Une langue, ça ne suffit plus. Si vous voulez avoir un diplôme d'une université qui est excellente et avoir la possibilité d'avoir le boulot que vous voulez, vous devez commencer dès maintenant. Et une langue, c'est comme n'importe quelle autre chose, ça s'apprend. Donc c'est vraiment important. Moi, je voulais aller aux États-Unis vraiment pour apprendre la langue et pour m'exposer un peu à la culture américaine. Et j'ai eu la chance d'avoir eu une possibilité de joindre aux États-Unis ma première année en 1990, de travailler dans un laboratoire qui est vraiment un laboratoire aux États-Unis où on avait préparé la bombe à hydrogène. C'est un laboratoire qui est tellement fermé que pour entrer à l'intérieur, il va falloir qu'on vous tape de partout parce que vraiment, c'est vraiment un secret au top niveau. Donc j'avais eu la possibilité d'intégrer un laboratoire comme ça, d'y rester pendant 2 ans et d'apprendre énormément de choses. Quand une opportunité se présente, il faut vraiment la détecter d'abord pour pouvoir la saisir. Et dans la vie, ça c'est extrêmement important. Chercher des opportunités et les saisir. Moi, je pense que j'ai tellement appris au niveau de Oak Ridge National Laboratory, c'est au niveau du Tennessee, j'ai passé là-bas 2 ans, mais j'ai appris énormément de choses au niveau de maturité, d'être en contact avec des gens, des scientifiques vraiment de très très haut niveau au niveau des États-Unis. Bon, dans un endroit très très fermé, ça m'avait permis vraiment d'apprendre énormément de choses là-bas. Donc l'expérience parfois, le parcours, ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour un étudiant. Donc je parlais des langues, je parle de saisir les opportunités qui se présentent dans votre vie pour essayer vraiment de pousser cette université-là au plus haut niveau. Et je peux vous assurer que vous avez la possibilité de le faire, de transformer ce pays et bon, de transformer votre vie en même temps. C'est vraiment essentiel. Et là, je passe le suivant. Mais ça, on a entendu vraiment le recteur aujourd'hui et vous voyez comme le recteur est engagé. Je peux vous dire qu'il n'est pas le seul. Parce que j'ai eu l'occasion, avec les enseignants de cette université-là, pendant 3 jours, quand j'en suis sorti, j'étais persuadé que cette université peut vraiment transformer énormément de choses ici, au niveau du Sénégal, et comme je dis, au niveau de la sous-région. Quand on est étudiant, c'est jamais facile. Moi, j'ai passé, par exemple, certains moments en France où qu'est-ce que je faisais? Ben, c'était vraiment travailler dans des restaurants, bon, je veux dire, bon, laver les tables ou faire des trucs parce que j'avais besoin d'achever quelque chose. Et au moment où on en est, ça peut être très, très difficile. Mais si vous avez une vision et si vous avez la possibilité vraiment de détecter les opportunités, ça va toujours vous amener très, très loin. Ça, je peux vous assurer ça.
Et vous avez la potentialité de faire ça. Donc, avoir une unité de l'excellence est ma constante, l'éthique, ma vertu, ça, moi, personnellement, j'y crois. C'est pourquoi j'ai été très, très fier aujourd'hui d'avoir reçu un titre d'ambassadeur que, bon, je suis sûr que je vais essayer, moi aussi, de contribuer. Je serai disponible à vous. Et ça, vous le verrez dans les années à venir aussi en même temps. Donc, si je passe vraiment aux autres slides ici, le suivant... c'était tout juste pour vous, j'ai parlé de ma connexion avec Bambey, comment ça s'était passé, parce que j'étais introduit au recteur donc, le 1er janvier. Le 2-3 janvier, il avait envoyé donc, un email à Alassane. C'est le email que je copie ici. Voilà. C'était le 3 janvier 2016. Et me voici maintenant, tu vois, faisant partie donc, d'une université. Ça veut dire que lui et moi, durant toute cette période-là, on a vraiment établi énormément de choses pour en arriver à ce point. So, je voulais tout juste le remercier déjà pour ça. On passe au slide suivant. Et là, ce qu'on est en train de faire ici, je peux vous dire au moins une chose. Les ministres de l'enseignement supérieur des pays francophones se sont réunis en France. C'était au mois de juin 2015. Et ce que nous sommes en train de faire ici, ces ministres avaient vraiment déjà établi ce genre de besoin-là. De un, si vous allez sur l'Internet et vous essayez de trouver, par exemple, des ressources en français, vous aurez toujours du mal à en trouver. Il n'y en a pas beaucoup là-bas. 80% du contenu que vous trouvez sur l'Internet, c'est vraiment de quoi? C'est de l'anglais. Ça, c'est quelque chose qui est déjà assez dérangeant. Quand ils se sont réunis, l'idée, c'était vraiment de pouvoir développer donc, des ressources pour pouvoir supporter nos étudiants, des ressources en français. De deux, quand on parle de l'éducation à distance, ce n'est pas tout juste éducation à distance. La qualité d'une éducation à distance doit au moins, je dis, égaler la qualité d'une éducation en présentiel. C'est extrêmement sérieux, cette issue de qualité-là. Tu vois? Ne me pousse pas des cours comme ça en ligne en me disant c'est des cours en ligne et si c'est développé d'une façon qui n'est pas très, très sérieuse. So, c'est extrêmement important. Ça, c'est l'idée qu'ils avaient développée. Mais je peux vous assurer que bon, ce qu'on a fait à Thiès, je vous parlais de notre rencontre à Thiès, mais on s'est vraiment focalisé sur ces problèmes-là. Comme ça, on anticipe ce genre de besoins-là, tu vois, pour le futur. Et si on vient au next slide, ça va vous donner quelque chose, on sait que notre président est derrière ça aussi en même temps. Parce qu'il y a une idée d'établir à Dakar ce qu'il appelle l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, où l'université va être vraiment, tu vois, le Sénégal va être vraiment un pôle d'attraction à ces niveaux-là. Il va falloir qu'on se prépare, tu vois, en tant qu'étudiant, et il va falloir qu'on se prépare aussi en tant qu'enseignant, parce que il y a vraiment des choses qui bougent. Et le next, le suivant, ça, c'est vraiment le groupe que je devrais vraiment remercier, tu vois, ici. Parce que, je vous dis que je suis sûr que vous reconnaissez pas mal de monde ici. Et ça, je vous dis, c'est vraiment des personnes qui se sont vraiment sacrifiées pendant 3 jours pour essayer d'apporter à cette université-là le maximum de support possible au niveau des étudiants. Je vous dis, le premier jour qu'on a commencé avec ces ateliers, j'ai vu les cours, c'était pas mal. On fait le premier atelier un jour, mais le lendemain, quand on s'est réunis, je regarde les mêmes cours, tout ce qu'ils avaient appris le même jour, durant la nuit, mais ils ont transformé ça d'une façon assez incroyable pour pouvoir supporter quoi? L'éducation à Bambey. C'est pourquoi je suis, moi, persuadé que les années à venir, là, les choses vont changer. Parce que vous allez avoir votre présentiel, mais en même temps, vous allez avoir vraiment une présence en ligne qui va vous supporter d'une façon assez efficace là-bas. Aux États-Unis, la façon dont ça se fait, c'est que quand vous avez un cours en ligne, le cours en présentiel maintenant, je donne 80% du cours en présentiel. Les 20%, je les donne en ligne. Parce qu'il y a des contraintes parfois. Tu vois, la possibilité d'avoir un accès à un Internet qui est vraiment assez stable. Je sais que c'est un problème. La possibilité d'avoir un ordinateur pour pouvoir accéder à tous ces trucs-là, ça peut être un problème. Donc, quand on s'engage dans l'éducation à distance, ce qu'on fait, on y va vraiment pas à pas pour être sûr que les étudiants sont vraiment prêts, tu vois, à ce niveau-là. Mais ça, c'est les choses vraiment dont on a besoin. Parce que 100% en présentiel, c'est un peu trop.
Et il y a énormément de choses, si les choses sont faites très très bien, il y a vraiment une partie de ces cours-là, vous pouvez être n'importe où au Sénégal, vous pouvez vraiment vous occuper de ça. Il y a une partie de ces cours-là, si vous avez vraiment un téléphone portable, tu vois, smartphone, normalement ces cours-là, vous pouvez télécharger ça là, et être n'importe où, par exemple, ici, sur un Jakarta, et essayer de revoir des trucs, au moment où vous traversez, Diourbel ou Bambey ou quoi que ce soit. Donc il y a des possibilités dans le futur. Et il va falloir peut-être qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça. Mais je voulais vraiment saisir l'occasion pour remercier l'équipe. Et là, je voulais vraiment discuter un peu l'éducation pour toutes et pour tous, ce que ça veut dire. Vraiment, et si on va au prochain slide, quand vous regardez l'Internet maintenant, il y a énormément de choses qui changent. Énormément de choses. Et la majorité des choses, si vous le regardez de près, vous n'avez pas à payer pour avoir accès à ces choses-là. Bon, la première chose ici, par exemple, ici, les manuels ouverts. Je sais qu'à Bambey, ce n'est pas peut-être un grand problème, mais vous allez voir qu'aux États-Unis et dans les autres pays, c'est vraiment un gros problème. Parce que généralement, pour toi, pour prendre un cours, il te faudra un bouquin. Si tu n'as pas d'argent pour acheter le bouquin, comment est-ce que tu vas négocier ce genre de problème-là? Il y a des possibilités maintenant, tu vois, avec un mouvement qui se fait au niveau global, où il y a presque des bouquins sur vraiment les disciplines que vous pouvez penser, ils sont vraiment libres là-bas d'accès et de très haute qualité. Tu vois, ça c'est vraiment ce qu'on appelle ici donc les manuels ouverts. Les ressources éducatives ouvertes, c'est exactement la même chose. Moi, quand j'utilise un bouquin en maths, tu vois, je vais ici à la librairie voir Madame Diagne. Je regarde mon bouquin et tout ça, mais tout ça c'est du texte qui se repose donc sur un truc que je suis en train de lire. Mais pourquoi pas pour le même concept que je suis en train d'apprendre sur ce bouquin-là, d'avoir accès à des ressources interactives multimédia qui vont m'expliquer ces choses-là d'une façon beaucoup plus facile. Le temps que tu vas passer à lire sur ce bouquin-là et tu combines ça avec une ressource multimédia qui te supporte, mais ça va te permettre de digérer ces choses-là d'une façon excessivement rapide à un certain point. Il y a donc ces choses qui se passent. Il y a des cours maintenant qui sont ouverts et qui sont disponibles. Je suis en train de par exemple, un cours en L1. Il y a peut-être le même cours en L1 qui est disponible en ligne. Donc je peux prendre mon cours et en même temps, il y a des cours qui sont disponibles en ligne. Pourquoi ne pas en profiter? Il y a des points qui ne sont pas clairs au niveau, par exemple, d'un cours en présentiel. Pourquoi ne pas utiliser un cours en ligne qui est disponible, qui est aussi bien fait, qui peut m'aider un peu en tant que support pour mieux comprendre donc, ces genres d'éléments. Mais il y a énormément de choses donc, qui bougent. Il y a les outils et les procédures, parce que maintenant, pour avoir un logiciel pour délivrer un cours en ligne, je n'ai pas nécessairement besoin de payer parce que c'est vraiment disponible là-bas. L'outil que, par exemple, l'Université de Bambey est en train d'utiliser pour développer les cours, mais c'est un outil libre, c'est un logiciel qui est libre, on ne paye rien du tout dessus. Ce qu'il faut, c'est la connaissance pour pouvoir l'utiliser et pour développer des cours dessus. Et on va autour, les communautés et services. On a tout ça maintenant au niveau de l'Internet, mais qu'est-ce qui va maintenir ça? C'est ce que je suis en train de faire depuis 1999, avec les équipes de California State University, comme on a dit tout à l'heure. C'est vraiment pour regarder ces ressources, les organiser de telle sorte que vraiment les étudiants peuvent s'en servir de ça sans problème. Ça, c'est déjà un truc. Parce que si vous avez besoin d'une ressource, la réflexion, généralement, c'est vraiment l'Internet. Et j'ai un outil de recherche là-bas, Google. Je vais aller chercher des trucs. Mais vous cherchez des trucs. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est des trucs de qualité? On s'est organisé pour regarder toutes ces ressources-là et être sûr que, ça, c'est des ressources qui sont vraiment valables. Et on les a mis sur un genre de réseau que vous pouvez accéder et que vous pouvez apprendre à votre aise. Dès le moment où vous avez un accès à l'Internet, mais vous pouvez avoir accès à toutes ces choses-là. Celui-là, par exemple, ici, la recherche ouverte. Il y a des organisations maintenant aux États-Unis, si vous recevez leur financement et que vous faites une recherche, vous publiez la recherche, ils te demandent aussi de mettre ce papier-là que vous allez publier
dans le domaine du libre. Comme ça, les gens peuvent l'accéder. La raison, ça peut être simple si vous y réfléchissez. Imaginez quelqu'un qui fait de la recherche en Afrique du Sud et qui a besoin d'avoir accès à des recherches de documents sur le HIV/AIDS et qui n'a pas de moyen d'avoir accès à ce genre de trucs-là. C'est un problème qui est assez capital au niveau de l'Afrique du Sud, mais pourquoi pas ouvrir ça pour que tout le monde puisse vraiment avoir accès à tout ça. Quand on parle du monde du libre, c'est vraiment toutes ces choses-là, vraiment. Et là, bon, la question que je me pose toujours, c'est que, bon, pour le natif qui est toujours connecté, comme vous l'êtes déjà ici, mais votre connexion, comment est-ce que vous l'utilisez pour vous-même, vraiment? Parce que c'est extrêmement important que vous commencez vraiment à y réfléchir vous-même. Où sont les ressources éducatives libres? Bon, je viens de terminer un cours, bon, j'ai compris, mais j'aurais bien comprendre beaucoup plus. Mais écoute, j'ai besoin d'autres choses peut-être pour m'aider, tu vois? Parce qu'on apprend tous d'une façon très, très différente parfois. Et vous combinez les deux, ça vous aide beaucoup plus. Il y a la recherche qui montre ça. Donc, c'est important ça. Donc, et si on va ici, bon, moi, je vais tout juste prendre un exemple, hein, je vous donne un exemple au suivant. Ici, si je regarde le suivant, il y a deux choses qu'il faut savoir au niveau de l'Internet. Quand je cherche sur l'Internet et que je trouve quelque chose, il faut toujours vous demander une chose. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser sans un problème de copyright? C'est toujours le problème. Parce que parfois, on trouve quelque chose là-bas, on assume que, oh, ça c'est libre. Parce que c'est libre, je peux l'accéder. Ça ne veut pas dire que je peux faire tout ce que je veux avec ça. Ça, il faudra faire vraiment il faudra faire attention sur les informations que vous trouvez sur l'Internet. Quand vous le trouvez là-bas, la première question doit être, mais quelle est la licence pour ça? Pour que moi, je puisse l'utiliser de la façon dont je veux. Tu vois? Il y a donc ceux qui ont dit le libre et l'ouvert. Les documents dont je parlais tout de suite, ça, c'est vraiment ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez le prendre, modifier, distribuer, faire tout ce que vous voulez avec ça, parce qu'il y a une licence déjà qui vous protège. Donc, il n'y a plus de problème derrière tout ça. Donc, il faut faire vraiment attention avec ça. Et si on prend un exemple ici, je pense que je voulais tout juste prendre un exemple, et c'est le truc suivant. Ça, c'est les licences dont je parlais ici. Bon, moi, je développe quelque chose. Je le mets sur l'Internet et je confirme que ça, c'est une licence qu'on appelle Creative Commons. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut l'utiliser, faire tout ce qu'ils veulent sur ça. Tout ce que je leur demande, c'est de dire, oh, l'original était créé par professeur Moustapha Diack, c'est tout. Mais mon travail, vous pouvez prendre le travail, vous pouvez modifier les choses, enlever des choses, même si vous voulez, et réutiliser les choses sans problème. Tous les éléments d'ouverture dont je parlais tout de suite, vraiment, bon, c'est ce genre de licence-là. Et il faut vraiment faire attention quand vous utilisez quelque chose sur l'Internet. N'allez surtout pas avec l'idée que, oh, ouais, il est là-bas, donc ça veut dire que donc, je peux l'utiliser. C'est pas toujours ça. Et si on va, je prends tout juste un exemple ici, et je pense que, et on va s'arrêter à ce niveau-là. Je prends un exemple bien précis, et ça, c'est l'exemple des manuels ouverts. Qu'est-ce que c'est qu'un manuel ouvert? Un manuel ouvert, c'est une publication en ligne dotée d'une licence ouverte qui peut être téléchargée gratuitement à des fins éducatives ou non commerciales. C'est la définition. Je vais vous parler des bouquins tout de suite. Mais si on regarde le suivant, il y a des recherches qui vous disent déjà ça. Au niveau des États-Unis, durant l'année scolaire, un étudiant est censé dépenser à peu près 720 000 francs CFA, tout juste pour des bouquins, pour acheter le bouquin. C'est excessivement cher là-bas. Alors, bon, le coût annuel, ça, c'est vraiment et des fournitures et tout ça, mais 720 000, vous imaginez? Ça veut dire que moi qui ai 2 filles, l'une est là-bas et une deuxième, combien est-ce que je vais payer, moi, pour une année, tu vois, pour 2 étudiantes? C'est extrêmement cher, ça. Mais, alors, c'est pas tout, hein. Et si vous allez au truc, vous voyez que 40% de tous les étudiants ont déclaré que le coût des manuels scolaires avait un impact sur le nombre de cours qu'ils ont suivis chaque semestre. Parce que les bouquins et les trucs sont tellement chers. Aux États-Unis, il faut s'inscrire au niveau du nombre de cours que tu peux prendre. Au lieu d'en prendre 3, mais tu vas en prendre combien? Mais tu vas en prendre 2, parce que tu n'as pas de l'argent pour déjà le bouquin, déjà pour l'acheter. Tu vois?
Tu vois, le manuel ouvert déjà, pourquoi vraiment c'est important, et c'est important là-bas. On va aller et c'est pas tout. On va au suivant, mais vous allez voir que 65% des étudiants ont déclaré qu'ils avaient décidé de ne pas acheter un manuel parce que quoi? Parce que c'était trop cher. Et comment est-ce qu'ils vont faire vraiment pour négocier à travers leurs cours là? Ça, c'est vraiment un gros problème. Ça veut dire que tu as un instructeur qui te dit que sur ce cours-là, je vais utiliser ce bouquin et tu décides que, ben, écoute, moi, je vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les sous pour l'acheter. Parce que, et si on y réfléchit à un problème d'éthique, ça devient un problème là-bas déjà. Tu vois? Et on va au suivant. Bon, 95% des étudiants qui avaient renoncé à l'achat d'un manuel étaient préoccupés par le fait que cela nuirait à leurs notes dans un cours. Et ça, c'est vraiment bon. Je regarde les étudiants, même au sein de mon université, il y a beaucoup d'étudiants qui flanquent les cours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le matériel qu'il leur faut. Tu viens par exemple, bon, à la librairie ici, je ne sais pas comment les choses se passent. Bon, tu peux emprunter un bouquin une semaine. Mais après la semaine, il faut peut-être revenir, rendre ce bouquin-là. Il y a des arrangements qui se font là-bas. Mais si c'était un bouquin dans le domaine du livre, le premier jour de cours déjà, tu as ce bouquin-là en électronique qui est disponible pour toi, non seulement pour ce semestre-là, mais pendant des années et des années et des années. Et c'est ça dont tu as besoin. Parce que parfois, même en étant un professionnel, bon, il vous arrive parfois de dire « Oh, mais ça, je me rappelle, ça a été couvert en ce cours-là. » Ben, je dois revenir à ce cours-là. Mais où est le bouquin? Mais le bouquin, il est là à la librairie, là-bas. Ça complique énormément de choses, là-bas. Donc, tout ça, c'est tout juste pour vous montrer que, bon, le domaine du libre, c'est quelque chose qui existe, tu vois. Et en tant que natif, parce que c'est vous êtes toujours connectés, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour vraiment... Bon, essayer de capitaliser sur ces choses-là. Donc, si je prends le suivant, bon, je voulais tout juste vous montrer que, bon, au niveau de mon université, bon, j'ai mon président là et mon vice-recteur. Et le gars, le blanc, la Henley, il est de Californie. Bon, j'avais organisé pour avoir donc une plateforme au sein de mon université qui pourvoit aux étudiants et aux enseignants tous les outils dont ils ont besoin là-bas. Et si on regarde le suivant ici, vous allez voir que c'est un projet qui a été financé par l'État de la Californie et où ils ont sauvé des millions et des millions et des millions et des millions de dollars. Pourquoi? Et ils ont permis aux étudiants d'avoir accès à tous les bouquins qu'ils voulaient. Ils ont permis aux enseignants d'avoir accès à tous les outils multimédia pour développer des cours en ligne de très très haute qualité parfois. Bon, à travers ma connaissance et tout ça, bon, on a adopté ce qui se passait donc en Californie et on a développé sur le suivant. Ça vous donne exactement la même chose au niveau, par exemple, de mon université maintenant, où toutes ces choses-là vraiment sont disponibles pour l'étudiant. Et où on est en train d'engager les enseignants pour leur dire, mais adoptez bon, les bouquins, tu vois, qui sont libres. Comme ça, le premier jour, c'est là-bas, et bon, l'étudiant ne paye rien. Et maintenant, c'est les libraiens aux États-Unis, même qui s'occupent de ce genre de plateforme-là, en aidant donc les enseignants, en aidant les étudiants, tu vois, à un certain point. Ça, c'est important. Et c'est ça qu'on voudrait faire vraiment dans le cadre de l'Université de Bambey. On voulait avoir une plateforme de la même chose, mais au Sénégal, ça va être déployé d'abord par l'Université de Bambey, qui représente donc quelque chose comme ça. Bon, en comprenant que, bon, il y a toujours des problèmes de langue, hein, bon, il y a beaucoup plus d'outils en anglais qu'il y a des outils en français, quoi. Ça, c'est un problème. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait faire. Et bon, le protocole qu'on a signé aujourd'hui, je pense que ça va nous amener à ce point-là, quoi, dans le futur. Et dans un futur très, très proche. Et le suivant, je pense, j'ai, par exemple, dans le cadre de Merlot, on avait compris ça, et on a développé un site de Merlot qui est tout juste pour l'étudiant. Si tu vas là-bas, il va t'aider à retrouver les informations dont vous avez besoin dans vos cours, et vraiment toutes les disciplines sont couvertes avec ça. Donc là, je donne le site web, et quand vous allez recevoir donc, la présentation, je vous conseille d'aller visiter. Et le suivant,
on a fait exactement la même chose pour les applications. Parce qu'en général, vous téléchargez des apps, hein, en maths ou en physique ou en quoi que ce soit. Bon, il y en a beaucoup qui sont libres ici et on les a organisés déjà. Donc, avec votre téléphone portable, vous pouvez accéder à ce cours-là, télécharger des applications qui peuvent vraiment vous être utiles vraiment le lendemain. Donc, c'est des choses qu'il faudra peut-être voir. Et je donne aussi, bon, le mobile application, ou le site web pour vous, bon, pour aller voir. Et je pense que je suis presque là-bas en tant que présentation, là. Et le suivant, bon, je voulais peut-être indiquer que aux États-Unis, bon, au niveau de mon université, j'essaye de pousser un peu les étudiants de master pour voir comment est-ce qu'ils utilisent ce genre d'outils-là. Alors, vous pouvez vous imaginer que des étudiants en master déjà, qui commenceront à utiliser ce genre d'outils, avec notre collaboration avec Merlot, on pourra vous pourvoir des certificats pour montrer comment est-ce que vraiment vous utilisez ce genre d'outils-là. Vous le faites aussi pour les autres, les étudiants de L1, L2 et L3, qui pourront voir comment est-ce que vous utilisez tout ça. Ça, c'est peut-être une chose qu'il faudra peut-être penser dans le futur pour voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer quoi, à votre niveau aussi. Et je pense le dernier, si je m'abuse, bon, voilà, ça, bon, les chaussures, vous les voyez. À chaque fois que je présente ici, on me dit toujours, mais bon, les chaussures plastiques, là, ces trucs. Mais aujourd'hui, vous avez vu, je n'ai pas mis les mêmes chaussures hein, aujourd'hui. Bon, je voulais tout juste vous remercier pour votre attention. Et bon, si vous avez des questions, mais je serais vraiment très, très ravi donc, de les aborder. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je remercie, en tout cas, je ne vais pas dire le professeur parce que c'est mon grand. Et je le dis ce matin, moi je suis, c'est vraiment avec émotion que quand je l'ai vu et je suis très très content de voir ce que vous avez déjà fait avec le recteur et avec Alassane et ce que vous voulez faire aussi avec l'université de Bambey quoi. Moi je disais ce matin, j'ai taquiné le recteur, je disais vous avez attendu que peut-être que je sorte un pied pour amener le professeur Jack. Oui, voilà. Voilà, et j'ai tout fait pour qu'il puisse intégrer l'université de Bambey. Mais comme on dit, Alassane m'en a informé la dernière fois. Cette semaine, on a eu une rencontre à l'hôtel. Et quand elle m'a dit, le professeur Jack va venir à Bambey, j'ai dit non, c'est pas vrai. Elle me dit si. J'ai dit, mais écoute, ça c'est une bonne chose. Et donc, c'est vraiment une bonne opportunité et ça me conforte dans mon espoir ou dans mes espérances. Moi, je suis ici avec des étudiants qui sont en licence cyberdroit que je coordonne. Et c'est vrai que des fois, on leur dit c'est quoi le numérique. Et moi, je leur dis toujours que, il y a tout à l'heure, je leur demandais pourquoi ils ont choisi. Pourquoi? Parce que c'est important. Pourquoi ils ont choisi? Parce que c'est le premier cours aujourd'hui. Pourquoi ils ont choisi de faire ce cours en cyberdroit, en tout cas dans les nouvelles technologies? Il y a un responsable qui m'a dit quelque chose qui m'a un peu fait rire. Il disait que ses amis lui disaient non mais toi tu t'es trompé quoi parce qu'il n'y a rien, bon voilà, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, donc voilà. Et bon, et c'est tout heureux de voir la coïncidence avec ce que vous faites, à savoir ce matin je leur disais même sans pour autant savoir que vous allez dérouler les slides, je leur expliquais qu'on est à l'ère du numérique, ce que vous appelez les natifs. Voilà, que vous, nous quand on était à la fac à Dakar, peut-être ça remonte une trentaine d'années, hein, nous n'avons pas eu la chance. Parce que, comme vous l'avez indiqué, tous les problèmes qu'on avait, c'est d'avoir accès aux ressources. Et quand vous êtes peut-être comme M. Sey, issu de familles très modestes, bah, écoutez, vous n'avez qu'à... Voilà, c'était très difficile. Hein, et maintenant, avec le numérique, je le disais qu'aujourd'hui même, vous pouvez avoir accès à des ressources que même le professeur n'a pas encore. Voilà. Et donc ça, c'est à vous de compléter le cours en allant sur Internet. Voilà. Et donc c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose de très important. Peut-être Hassan aussi, Hassan Faye qui est là. Je pense que nous avons co-édité un ouvrage avec l'Université de Montréal sur le droit d'auteur en fait. Donc, nous avons été effectivement aux États-Unis. Je pense que je vous ai appelé quand j'étais là-bas, à Washington.
Et effectivement, donc, mais ce qui est important, et c'est ça aussi pour nos étudiants, c'est quand le professeur parle de licence ou de licence, on est en problème de droit d'auteur. Donc voilà, c'est ça, c'est surtout pour mes étudiants en fait, pour les éclairer, voilà, parce que je pense qu'ils n'ont pas très bien compris, quand on parle de libre et d'ouvert, on est sur vraiment les droits d'auteur. Et sur les droits d'auteur, effectivement, dans le libre, on peut payer des droits d'auteur en fait. C'est pas parce que c'est libre que c'est en franchise de droits d'auteur en réalité, quoi. Et ça, c'est extrêmement important. Donc je voulais vraiment apporter la précision, c'est un cours qu'on fera. Et malheureusement, je ne sais pas si Bousso est là. Hein. Tout à l'heure, c'est un ami, il est professeur, il fait une thèse dans ce domaine. Voilà, il m'a dit tout à l'heure qu'il m'a dit, mais ça c'est tellement intéressant, je vais venir pour assister à cette conférence. Je ne sais pas s'il est là, je ne sais pas parce que en tout cas, il m'a dit mais je sais qu'on travaille là-dessus, donc sur sa thèse, sur les droits d'auteur, donc dans l'environnement numérique. Et effectivement, les licences, que ce soit les Creative Commons ou évidemment les licences en libre, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Donc moi, surtout pour les étudiants, leur dire que non seulement vous avez fait le bon choix, et qu'effectivement, l'avenir de l'enseignement, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est peut-être ce qui m'a un peu motivé à aller à l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, peut-être. Pour l'exposé, ce brillant exposé, moi, c'est juste une contribution, en fait. Pour dire que c'est très, très intéressant ce que vous avez présenté aujourd'hui. Et pour en appeler à tout le monde sur la chance que nous avons dans ce monde-là, aujourd'hui, avec l'Internet. C'est pas seulement pour les natifs, hein, comme on dit, parce qu'il y a un concept de l'UNESCO qui parle d'éducation tout au long de la vie. Je crois que même pour nous autres qui ne sommes vraiment pas, ça nous intéresse bien d'utiliser ces outils et de trouver ce qu'on cherche. Et juste préciser, vous l'avez dit dans votre exposé, que oui, il y a les ouvrages qui sont publiés en Creative Commons. Oui, il l'a rappelé, nous avons fait un ouvrage comme ça. Là, je crois le titre en anglais, c'est Access to Knowledge and Copyright. Okay. And Copyright. Ouais, c'est publié en CC, donc si vous le recherchez, vous allez voir. Vous avez accès au livre. Ça traite de la question du copyright. Moi, je ne suis pas juriste. Les juristes, ils ont parlé de la question du copyright avec une approche juridique, quoi. Et moi, en son temps, oui, parce que I was a head librarian at Suffolk University when I worked for 6 years. Donc là, je connais aussi par rapport aux questions d'accès à l'information, aux ressources didactiques. Et c'est cette approche que j'avais prise pour contribuer donc à cet ouvrage. Donc, pour dire que tout ce qu'on cherche peut être trouvé. Au départ, c'était difficile parce qu'on nous proposait la plupart du temps des bases de données, des databases très chères. Je me rappelle, comme je dis, donc j'ai travaillé à Suffolk University. En son temps, on nous évaluait un peu les bases de données à des millions, des centaines de millions, hein, parce qu'on avait une grande gamme de bases de données. C'était excessivement cher. Aujourd'hui, ici, même nos étudiants, ils ont la chance, avec la bibliothèque de Madame Ndiaye. Bon, entre parenthèses, vous dites toujours library, it's bibliothèque. Ok, we don't have a library, a bookshop. Voilà, bookshop c'est library, ok, c'est librairie. Donc bibliothèque, on a beaucoup de chance avec cette bibliothèque où il y a énormément de bases de données, hein, bon, dans les réseaux qu'elle utilise, Madame Ndiaye, pour vraiment ça, c'est un hommage aussi qu'on rend à Madame Ndiaye. Donc les étudiants. Mais à côté de ça, de ces bases de données, aujourd'hui, il y a les documents ouverts, les ouvrages ouverts. C'est très, très bon. Et puis, je peux dire ça, aujourd'hui, on peut les considérer comme aussi importants que ceux qui sont publiés dans les bases de données. Aussi valeureux, parce que c'est des chercheurs qui font ces documents-là et qui se disent, OK, je le fais en ouvert. Donc, ça permet à tout le monde d'y accéder. Ce n'est pas très commercial. Ça, c'est un esprit aussi. Hein. C'est une culture, il y en a qui veulent partager toujours sans passer par les commerciaux. Donc, c'est aussi important d'utiliser ces documents qui sont toujours sur le net et très disponibles.
je terminerai parce que votre premier point, c'est l'anglais. Ça, vraiment, il faut aussi, je crois, avec le vice-recteur Pape Ibrahim Ndiaye, nous avons un projet. Je travaille avec lui pour qu'on puisse faire à Bambey, quand les étudiants sortent en licence ou en master, qu'ils puissent sortir avec une base, voilà. Il y en a même pas, il y a même une option de faire un TOEFL avant de partir. Bon, le TOEFL, ça peut être la fin, mais quand même, la base, c'est que les gens puissent suivre des cours académiques qui permettent quand même, au sortir parce que je connais, c'est important pour poursuivre les études. En tant que RH aussi, je sais à quoi ça sert. Bon, si vous faites des entretiens ailleurs, la plupart du temps, même si ce n'est pas une entreprise typiquement anglophone, elle demande vos capacités linguistiques. Bon, l'autre qui a 2 langues ou 3 langues est beaucoup plus valeureux, comme je peux dire, en tout cas beaucoup plus compétent, parce qu'on se dit, le monde aujourd'hui, on ne peut pas se fermer. On ne peut pas se fermer dans le circuit francophone. C'est important encore, une fois, ça c'est un conseil que je donne aux étudiants. Il y a eu un English Club ici, ça n'a pas trop bien marché apparemment, mais travaillez aussi l'anglais, approchez-vous de la bibliothèque pour voir ce qu'il y a là-bas, mais allez aussi dans le net, déjà pour Google, il y a presque tout, mais allez sur Google Scholar par exemple pour voir. Il y a tellement d'articles qui sont de valeur qui sont publiés là-dedans. Pour ne pas être long, voilà ce que je voudrais dire pour contribution. Merci, monsieur. Excusez-moi, en fait. Merci beaucoup, professeur, pour la modération. Merci, Dr. Diop. Professeur Diak, congratulations. Thank you very much. Je devais même dire excellence, Diak. Depuis ce matin, nous sommes très honorés que vous soyez l'ambassadeur de l'Université de Bambey aux États-Unis. Nous sommes tous convaincus que ça va nous apporter beaucoup de choses. Nous sommes très honorés de votre présence. Je voudrais juste faire une contribution. D'abord, mon collègue Hassan Faye l'a dit, ici en Afrique, on avait 2 grands problèmes au niveau des bibliothèques universitaires. Le premier, c'est l'insuffisance des moyens financiers pour payer à l'époque des bases de données électroniques. Elles étaient trop chères. Au niveau du Sénégal, on s'était constitué un consortium qui s'appelait COBES et qui regroupait toutes les bibliothèques universitaires et d'instituts d'université. Et avec l'appui du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, qui aussi était très conscient de l'importance des ressources électroniques dans le cursus universitaire des étudiants, et il avait pris un abonnement triannuel pour toutes les bibliothèques universitaires sénégalaises. C'était des centaines de millions, mais aujourd'hui, ça nous a permis d'accéder à Sciences Directes, Elsevier et les autres bases. C'est cher, mais on accède. Alors, l'autre problème, c'était pour nous le décalage énorme qu'il y avait. Quand on commandait un livre chez Duno, un ouvrage en informatique ou mathématiques chez Duno en France, ça nous prenait 3 à 4 mois avant que l'ouvrage ne nous soit livré au Sénégal. Donc nos étudiants et nos chercheurs étaient décalés sur le plan de la recherche par rapport aux chercheurs européens. Alors la révolution numérique a résolu ce problème pour nous, parce qu'aujourd'hui, avec des bases comme Cyberlibris ou ScholarBox, où on est abonné, quand l'ouvrage paraît aujourd'hui à Paris, nos étudiants et nos chercheurs, par mot de passe, y accèdent aujourd'hui, et n'importe où dans le monde. Et ça nous a enlevé une grosse épine des pieds, parce que ça nous permettait, en tant que professionnels de l'information, d'accéder à l'instant T, à la seconde même, quand la science paraît, où il y a un résultat de la recherche en ligne, que nos chercheurs africains soient aussi connectés et tout de suite au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc ça, on le doit aussi à cette grande révolution numérique. Maintenant, à Bambey, on n'a pas croisé les bras. En 2009, on a ouvert en 2007, le temps de mettre en place les collections. En 2008, on a démarré notre OPAC en ligne. Et dès 2009, on a eu notre portail. On n'a pas eu le temps de projeter. Je vous ai demandé votre yes tout à l'heure. Et on va vous montrer, parce que quand vous étiez à Thiès pendant 3 jours, l'équipe de la bibliothèque était à Thiès aussi pendant 3 jours. On s'est raté de peu, je pense, quelques kilomètres, mais nous,
on était en train de refaire notre interface opaque pour des ressources électroniques open access, libres. C'est extraordinaire. Et si le docteur Diop est connecté, il peut montrer biblio-bambey.org. Et on a mis pour nos étudiants un onglet intitulé base de données. Et quand ils cliquent, ils ont toutes les ressources déjà payantes avec le ministère et aussi libres, avec le résumé de la base de données, voilà, le domaine, etc., et où ils peuvent accéder. Ça, on l'a fait. Si vous mettez opaque, voilà, dans l'onglet tout à fait, je pense, base de données là, en haut, voilà, tout à fait au bout, voilà. Là, c'est là où on mettait en, voilà. Et c'est là où on a présenté toutes les bases, au fait, qui sont payantes, Agora, Inari, qui sont libres, Justor, il y a Sciences Directes, il y a Cyberlibris, mais tous les étudiants qui sont inscrits à Bambey ont leur mot de passe et code d'accès pour Cyberlibris. Il y a toutes les autres bases libres et il y a une autre base intéressante, ID9, je pense que vous devrez connaître. Et c'est excellent, c'est tout nouveau. On a fait une formation il y a 15 jours. On a envoyé la dame qui est responsable des acquisitions à Dakar, à l'AUE pour la formation. Et cette année, on va mettre le focus sur ID9 pour les étudiants parce que c'est tout nouveau. Mais on l'a déjà mis en ligne et on va chaque année faire des tournées pour les former. Donc pour dire que Bambey est aussi sur cette lancée-là. Nous savons ce que ça peut apporter à nos étudiants et nous sommes engagés dans ce combat-là. Et dès que nous avons l'occasion de maîtriser Merlot, j'ai déjà pris voilà, le lien et tout, les notes. Avec mon équipe, on va regarder, on pourra, dès la fin de la semaine, mettre un lien sur Merlot pour que l'étudiant intègre cela sur notre base. Ça nous paraît extrêmement pertinent. Je voudrais aussi, j'ai noté une chose importante, professeur, dans votre développement, c'est le réflexe qu'a l'enseignant américain et aussi européen de dire aux étudiants, cette année, je travaille sur ces 3 livres. Et ça, c'est important. Nous, sur Cyberlibris, on a plusieurs ouvrages en ligne, extrêmement pertinents. Et on avait formé quand même la communauté à pouvoir créer des étagères numériques, y mettre 3 ou 4 livres dans l'année, et l'enseignant a la possibilité de faire un exercice sur Word ou PDF, de le rattacher à un livre, de créer son étagère numérique, d'indiquer le lien aux étudiants qui vont sur l'étagère de l'enseignant, ouvrir le livre, le lire en ligne, faire l'exercice. Ça, c'est important. Ça, c'est bien. Donc, je pense que si les enseignants avaient quand même cette possibilité-là de dire aux étudiants, cette année, lisez ce livre, ou lisez ces 3 livres, on est sûr qu'au bout de l'année, quand ils vont partir, ils auront au moins lu ces 3 livres. Et nous, on a beau faire un discours des bibliothécaires, ils écoutent plus les enseignants que les documentalistes. Donc, je voudrais inviter les enseignants à aider les étudiants à aller sur ces étagères numériques et à découvrir ces ressources-là. Je voulais juste finir, pour ne pas être trop long, sur 2 choses qui me paraissent importantes, peut-être on aura l'occasion de développer. C'est la formation des étudiants en master pour la recherche. L'UFR SDD à Diourbel a commencé. Parce que dans les autres universités, les étudiants ont des modules recherche documentaire obligatoires et qui sont crédités. Donc cette année avec SDD, c'est Santé et Développement Durable, nous on va démarrer avec leur master au mois de janvier 2017 pour les former et ce sera crédité. Et c'est la BU qui prend en main cette formation. Donc inviter les autres UFR à faire de même pour aider un peu les étudiants à mieux maîtriser la recherche documentaire. La deuxième chose importante, c'est aussi au CERN, vous avez parlé beaucoup des laboratoires de recherche. Au CERN, on a eu l'occasion d'aller souvent, c'est le Centre européen de recherche nucléaire. On a côtoyé les plus grands les Nobel de chimie, impressionnants, comme vous, professeur. Mais on a noté quand même une approche assez différente par rapport aux ressources électroniques en ligne pour les étudiants. Parce que nous, on se bat et on a invité quand même les enseignants qui ont postulé maintenant à publier leur manuel avec les presses universitaires de Bambey qui sont en train d'être créées. On va publier en ligne, mais de faire en sorte que, vous l'avez dit, que les ouvrages publiés puissent être dynamiques.
et interactive. Et les chercheurs aujourd'hui, ils insistent beaucoup sur ça. C'est leurs recherches, les résultats de recherche sont certes importants en tant que Nobel de physique ou de chimie, mais dans leurs publications, ils mettent des liens sur d'autres ressources pour que l'étudiant qui lit ou le lecteur puisse, à partir de ces recherches-là, pointer, avoir une vision plus globale. Donc à Bambey aussi, on a cette vision et voilà, on pense qu'on va y arriver avec les presses universitaires qu'on est en train de mettre en ligne. Voilà, merci professeur. D'abord, on vous remercie de votre présentation sur les ressources open ou bien, je ne sais pas, free, libres, éducatives libres. Donc, en fait, je voulais savoir seulement dans votre dynamique s'il y a possibilité de certification sur, je ne sais pas, les ressources disponibles. S'il y a possibilité d'intégrer, par exemple, une certification peut-être libre dans les ressources. Merci. Ressources libres. Malheureusement, bon, non. Je veux dire que, bon, je sais qu'aux États-Unis, depuis bientôt plus de peut-être 15 ans, je donne des formations ou je donne des certificats qui sont reconnus au niveau des États-Unis. Mais c'est surtout dans le développement de cours en ligne. Parce que là, je sais qu'en Louisiane, enfin, j'en ai vraiment certifié énormément de professeurs dans ce cadre-là. Mais pour l'utilisation des ressources éducatives libres, ce que je fais parfois, c'est, bon, dans mon programme de doctorat, de pousser un peu mes étudiants à les utiliser, hein, et d'avoir des études de cas. Comme ça, ils peuvent présenter la façon dont ils l'utilisent. Là, je sais que, par exemple, pour les étudiants de master, si vous avez une façon d'utiliser ces ressources-là et de les intégrer dans votre formation, bon, cette connaissance-là, essayez d'avoir une possibilité de partager ça, bon, avec les autres étudiants de licence, ce serait peut-être une bonne idée. Mais la certification per se, non, ça, on n'en a pas. Mais on a parlé aussi de Merlot et toutes ces choses-là. Bon, vous pouvez être membre de ces organisations sans problème. Je veux dire qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez aller au site là, devenir un membre et pouvoir vraiment, bon, chercher et retrouver les informations qu'il vous faut dans ces autres domaines-là. Mais on n'a pas de certification en ce moment-là. Peut-être que, bon, au niveau de Bambey, on pourrait peut-être commencer ça, hein, au niveau des masters, je ne sais pas. Mais non, malheureusement pour ça, non, on n'a pas. Merci. Mais moi, je suis assez impressionné avec ce qui se fait à la bibliothèque. On m'a corrigé déjà, tu vois. Je réfléchis maintenant quand j'en parle. Ça, c'est bien. C'est vraiment très, très bien là, ce que je viens tout juste d'entendre. Parce que dans le développement de ces ressources-là, hein, bon, la bibliothèque a vraiment un rôle assez énorme à jouer. Et dans certaines bibliothèques américaines, maintenant, ils commencent à identifier des personnes de la bibliothèque qui s'occupent que des ressources libres. Ils appellent ça OER, Open Education Librarian. Ils s'occupent que de ça, parce qu'on voit vraiment l'importance ici. Il y a des gens, par exemple, je sais que, bon, il y a pas mal de compagnies maintenant aux États-Unis qui ont reçu des financements de Bill et Melinda pour voir comment est-ce qu'ils peuvent identifier ces ressources-là pour pouvoir créer des cours en ligne de très haute qualité, tu vois, qui peuvent partager autour. Donc il y a pas mal de choses qui se passent vraiment dans ce domaine-là. On n'a pas beaucoup de partenaires. Hein. Oui, mais on a déjà commencé, hein. On a commencé et on va continuer ça, hein. Parce que vraiment au niveau des bibliothèques, là, je pense que si je vois quelque chose, crois-moi, bon, je vous tiendrai au courant des choses, Inch'Allah. Ça, je vous promets ça. Merci beaucoup. Merci pour le... Donc, je pense que c'est terminé pour les questions. L'eau, c'est 360 millions de ressources, idée neuve, 35 000. Donc ça donne quand même une petite idée déjà. L'anglais, c'est vrai que ça peut être plus ou moins l'obstacle, mais je pense qu'il faut lever ça assez rapidement. Et donc travailler pour ça. Donc je donne la parole à... J'avais oublié Hassan Faye. Pour le TOEFL, hein, c'est important, parce que je l'avais noté. Il y a le vice-recteur partenariat et notre directeur de ressources humaines qui sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le vice-recteur m'avait parlé de ce projet-là, je lui ai dit que c'est ce qu'il faut faire. L'objectif, c'est quoi? Ce qu'ils veulent faire, ils sont en train de négocier avec British et autres pour vous permettre, dès la première année,
de commencer les modules du TOEFL. De fait, dès votre sortie en licence, vous pouvez dire, moi, je peux aller faire le TOEFL. Si vous réussissez le TOEFL, et il y a le professeur Diak qui me dit qu'aux États-Unis, si un Sénégalais doit venir là-bas, un francophone, on lui demande le diplôme de TOEFL, le certificat de TOEFL. Sinon, on ne t'inscrit pas. Et nous, on vous va avec, je ne peux pas dire ce que ça ne va pas coûter, le TOEFL, il faut payer, mais je pense que les cours, ça sera gratuit. Hein. Donc les cours du TOEFL seront gratuits, mais maintenant, si vous voulez le diplôme, vous allez le faire à Dakar, ou bien on va même peut-être créer un centre à Bambey. Donc là, je vous dis que c'est un projet qu'on veut initier, et peut-être l'année prochaine, on pourra l'intégrer au niveau des programmes. Hassan, hein? Ok, c'est ça que je voulais compléter.